Alors justement, pour finir sur vous l'aviez abordé là, sur l'individu, alors le citoyen en particulier, comment lui il se situe par rapport à cette évolution d'un contexte politique qui fait d'un État qui fait en fait de la sécurité sa finalité quasiment de plus en plus exclusive de son projet politique. Comment le citoyen, sachant que lui aussi est en demande, sollicite aussi l'État sur ces questions de sécurité. Il y avait un slogan que vous citez plusieurs fois, qui est le slogan de la RATP, là, à une époque, qui est toujours aujourd'hui, oui, effectivement. Mais je prends pas souvent la RATP, donc c'est peut-être pour ça. Et du coup, qui disait que voilà, la sécurité est une affaire de tous. Soyons vigilants ensemble. Soyons attentifs, oui. Ah bah, voilà, non mais c'est assez intéressant du coup aussi que le relais par rapport à la vigilance. Soyons attentifs ensemble, alors qu'on se saisit bien finalement qu'on nous incite à avoir des postures de méfiance, des postures de défiance peut-être les uns envers les autres, de surveillance, où l'autre est saisi, comme vous l'avez dit, comme une menace potentielle. Finalement, qu'est-ce qui peut rester de commun dans une société? Qu'est-ce qui peut rester de commun s'il y a ce morcellement, et même le ensemble ou le vivre ensemble devient finalement aussi objet de cette méfiance et de cette défiance un petit peu collective. Et du coup, puisque c'est le propos aussi de Criticos, par quels moyens et comment peut-on résister à cette évolution qui est un petit peu auquel voilà, le citoyen a une part active aussi, hein, parce qu'il est aussi en demande, mais à laquelle on glisse doucement et qui fait justement glisser même les places de la citoyenneté. Alors, je ne vous promets pas d'avoir un programme, en tout cas politique. Bon, je crois que si on met des pistes ou des. Vous avez utilisé le mot résistance. Bon, c'est un mot qu'il faut manier avec et que je manie en tout cas avec précaution. Mais cela étant, si j'ai pas totalement tort dans ce que j'ai essayé d'expliquer, la résistance, mais au sens littéral, physique du terme, pas évidemment pas au sens métaphorique qui demande beaucoup plus de courage que cela, mais le fait de ne pas rentrer dans cette vigilance obligatoire, ça peut passer aussi par une manière éthique de vivre qui consiste, enfin une éthique pas au sens moral, mais une manière de vivre, disons une forme de vie qui consiste à essayer autant que faire se peut de ne pas devenir un bon sujet néolibéral, c'est-à-dire calculant en permanence en termes, y compris je répète dans sa vie affective, en termes d'opportunités, d'investissement, de retour sur capital. Bon, il y a des manières, évidemment, elles sont rendues difficiles ou elles sont rendues compliquées par le fait que la société, quand même, globalement, avance comme ça. L'exemple du train est un bon exemple. C'est-à-dire qu'au fond, de peu ou prou, on est amené quand même à, du coup, aller regarder les prix tous les 3 jours pour savoir comment faire le meilleur investissement. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que se déshabituer au calcul, en termes de coûts et de bénéfices constamment, c'est déjà un premier pas. Vous voyez, c'est pas là un manifeste politique extrêmement ambitieux, mais c'est une condition négative pour se réconcilier, à mon sens, en tout cas, pas négative, je veux dire, c'est une condition première, primitive plutôt, pour se réconcilier avec le collectif, parce qu'effectivement, dans la formule attentif ensemble, il y a comme une contradiction. C'est-à-dire qu'au fond, si on est attentif au sens où on l'entend, c'est-à-dire regardez si votre voisin n'a pas la main dans votre sac à main ou n'a pas carrément une bombe dans sa veste, la collectivité ou le sentiment de solidarité est par définition relativement limité. Donc, avant même de poser la question, je dirais, que je vais essayer de donner quelques éléments, mais avant même de poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut opposer en termes de projet politique à ce rétrécissement sur le sécuritaire, je crois qu'il y a, enfin, encore une fois, si l'hypothèse que j'ai développée là-dedans est un peu fondée, il y a déjà des attitudes qui d'un point de vue évangélique, on dirait n'ayez pas peur. Bon, mais avec ça, on n'est pas tellement aidé. Mais n'ayez pas peur, moi je dirais, je traduirais ça par ne calculez pas trop. Voilà. Parce que n'ayez pas peur, bon, il était évident que quand des événements aussi catastrophiques pour le coup, que des attentats tels qu'ils ont eu lieu, bon, le fait de se produisent, le fait de demander aux gens, aux individus de ne pas avoir peur, bon, ça ne veut pas dire qu'il faille évidemment considérer que nous sommes des héros sous prétexte que nous allons sur les terrasses de café, comme je l'ai lu parfois. C'était un peu exagéré. Enfin bon, la peur, ça ne se commande pas, donc ni en termes d'impératif, ni en termes d'interdiction. J'ai pas de discours à avoir là-dessus. Par contre, calculer un peu moins.
être dans une relation à soi-même et aux autres un peu moins, je dirais, rationnelle au sens où l'entendent les néolibéraux, c'est-à-dire un peu moins économique, c'est déjà une manière de réapprivoiser. Oui, non, je voulais lire les deux en fait, réapprivoiser et se réapprovisionner en termes d'espérance. Alors après, évidemment, il est clair, ça rejoint votre thème sans doute du progrès, que cet idéal minimum, je dirais, de la protection et de la vigilance n'a pu s'installer, ou en tout cas triompher partiellement et localement, que parce que les idéaux politiques plus classiques, en termes, disons, de justice, sinon même d'égalité, ont été affaiblis par l'histoire. Hein, il y a eu des échecs historiques qu'on ne peut quand même pas nier, et qui expliquent certainement que le néolibéralisme, tout simplement, ait triomphé. D'ailleurs, c'est tout à fait historiquement vérifiable. Il a triomphé un peu après la chute du mur. Hein. La prise du pouvoir, Reagan, Thatcher, c'était avant. Mais bon, la généralisation, ça a été quand même sur la base de l'échec de ce qui était considéré jusqu'à ce moment-là comme l'alternative possible et qui s'est révélé être un échec. Alors, là, il me semble quand même que, effectivement, on ne pourra pas véritablement, si on le veut d'ailleurs, hein, ce qui n'est pas sûr pour tout le monde, loin s'en faut, mais si on veut vaincre ce type je dirais même pas seulement de politique, de manière de vivre, en fait, de manière d'envisager notre inscription dans la société. Si on veut le vaincre, il est clair que cela passera par l'exposé d'autres formes d'idées de progrès ou d'autres formes de vivre ensemble, j'aime pas trop la formule, enfin disons, de projection collective. Alors, on peut prendre un exemple, je veux dire, il me semble que finalement, par rapport aux données politiques du moment, hein, sur lesquelles j'ai pas d'expertise particulière, mais il y a deux manières de les présenter. Si on prend l'écologie, par exemple, on peut dire une des grandes nouveautés pour tous les discours progressistes par rapport au productivisme du 19e et encore du 20e siècle, c'est que on ne peut pas simplement tout fonder sur la production, la croissance, la distribution des produits de la croissance, parce que nous sommes dans une terre dont l'énergie ou dans la capacité même de reproduire les conditions d'un écosystème humainement viable est mise à mal par ce productivisme. Alors il y a deux manières d'envisager l'écologie, la grève de l'écologie sur la politique. Il y a une manière autoritaire, hein, ça il faut pas se le cacher, une manière tout à fait sécuritaire, qui consiste, par exemple, ça a été le fait, bon on peut discuter, moi je suis un peu critique à l'égard de ça, constitutionnaliser le principe de précaution. Ou alors avoir une politique extrêmement contraignante en matière, je dirais, pas de tri sélectif, hein, c'est pas ça le problème, mais de mode de vie hygiénique, de passage au végétarisme obligatoire, etc. Bon, ça, c'est une manière de pratiquer l'écologie qui a au moins une chance, enfin au moins un aspect incontestable, c'est que ça ne remettra pas en cause le modèle que j'ai exposé tout à l'heure, puisque ça s'y loge, puisque c'est pour des raisons économiques qu'on le fait au fond. Si on veut vivre plus longtemps, si on veut on fait un calcul, et ce calcul implique qu'il faille renoncer à tout ce qui fait que la vie mérite d'être vécue même un peu. Bon. En revanche, il y a une manière tout à fait progressiste d'envisager l'écologie, à mon sens. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement par contrainte ou par obligation, je dirais quasiment vitale, de survie. Au fond, quand une politique est présentée comme une condition de la survie, il faut toujours se méfier. Parce qu'évidemment, on est obligé de la suivre, à moins qu'on veuille mourir. Quoi. Donc c'est plus la survie ici, mais c'est le vivre mieux. Et pour ça, évidemment, il faudra parler un petit peu quand même de ce qui est des forces qui sont prédatrices de la nature. Pas simplement de la consommation de viande, mais de la mise à sac aussi d'un certain nombre de régions de la Terre par précisément la logique néolibérale. Et là, on a peut-être, on serait invité par l'écologie non pas à restreindre nos formes de vie, à les changer, à les transformer en tant que nous serions des consommateurs, comme on le dit souvent, gavés, etc. Bon, une ville dans une société où il y a 5 millions de chômeurs, je suis pas sûr que ce soit la meilleure moyen de défendre un projet politique, mais de dire qu'il y a peut-être d'autres rapports à la nature, d'autres rapports entre nous aussi, qui supposent de ne plus être dans cette prédation permanente à l'égard non seulement de la nature elle-même, mais de la société. Et donc là, l'écologie, c'est au fond un carrefour, ou bien on arrive à trouver un discours qui la mette en rapport avec l'émancipation quand même,
Ou alors, effectivement, elle devient un prête-nom à de nouvelles formes de politique autoritaire. Donc ça ne donne pas une solution, mais ça explique qu'au fond, enfin ça explique, j'en sais rien, en tout cas c'est mon hypothèse, que c'est pas qu'il y a un thème ou une doctrine qui soit en elle-même bonne et les autres seraient mauvaises, c'est à l'aune, toujours à la même aune, au fond, est-ce que nous sommes vraiment des hommes économiques? Est-ce que nous voulons être réduits à ce statut-là? Ou est-ce qu'il y a dans nos corps et nos âmes, si j'ose parler un peu à l'ancienne, nos cœurs, certains, prenez la métaphore que vous voulez, d'autres manières de se rapporter au monde et aux autres que le calcul et le profit et le bénéfice? D'accord. Y compris les différentes